Bonjour, nous sommes Sébastien et Virginie. Nous sommes les parents de Ilan, décédé il y a 8 mois. Ilan avait 15 ans et il est décédé suite à un geste violent alors qu'il était là pour jouer au football. Ilan était notre seul fils, l'amour de ma vie. Aujourd'hui, on est là pour lui rendre hommage, pour parler de qui il était et pour faire entendre notre voix, pour plus que jamais que ça se reproduise. À chaque vidéo qu'on fait en hommage à notre fils, on reçoit des attaques, des messages de haine, même des menaces de mort. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est faire notre deuil, en paix. On vous raconte notre histoire sur Légende. Bonjour à tous, aujourd'hui émission très difficile puisque nous recevons les parents d'Ilan, Virginie et Sébastien. Ilan, c'est un jeune garçon qui, quand il avait 15 ans, il est décédé brutalement en plein match de foot. Ses parents étaient présents. Il y a un joueur de l'équipe adverse qui l'a percuté violemment et résultat, son foie a été coupé en deux et il a été plongé dans le coma. Les deux témoignages des parents nous paraissaient tout aussi importants, c'est pourquoi on a fait évoluer le format en croisant leurs deux histoires. Vous allez voir, la difficulté qu'ils ont, c'est que déjà ça s'est passé il y a 8 mois, donc pour eux c'est très compliqué de faire leur deuil. Tous les jours, toutes les semaines, ils reçoivent des menaces de mort, des menaces tout simplement, ce qui rend leur deuil impossible. Ils nous ont contactés par email sur contact@legendegroup.fr, donc si vous aussi vous voulez participer à l'émission, envoyez-nous un mail, on les lit tous. Moi, je repasse derrière la caméra et bonne émission à tous. Bonjour Sébastien. Bonjour Lola. Vous avez perdu votre fils de façon inimaginable. Il était simplement en train de faire un sport qu'il aimait, le football. C'est vous, Sébastien, qui nous avez contactés. Pourquoi vous avez voulu faire l'émission? On vous a contacté avant tout pour mettre en avant la vérité, faire la lumière de ce qui s'est passé concernant notre fils Ilan. Parce qu'on entend aujourd'hui beaucoup de choses, c'est un fait de jeu, c'est un accident. Pour nous, ça passe pas. Donc on vous a contacté pour dire la vérité à tout le monde. C'était votre petit dernier? Je voulais pas de troisième enfant. Parce que mes deux aînés, ça a été très difficile pour moi. Mais comme toute femme, les accouchements. Et donc du coup, je crois que j'ai fait un rejet total d'avoir un troisième enfant parce que j'avais trop peur. Sébastien a lourdement insisté parce que pour lui, il ne sentait pas sa vie accomplie sans un fils. Donc du coup, j'ai dit, bon allez, on fait un petit dernier. Et je lui ai dit, mais si c'est une fille, je ne ferai pas de quatrième en fait. Donc je lui ai fait la surprise pour le 24 décembre de faire une échographie en cachette pour savoir le sexe. Et par chance, pour mon plus grand bonheur et mon soulagement, c'était un petit garçon. On est une famille soudée, unie. Pas besoin d'être 50 000 pour passer une bonne soirée. On se faisait beaucoup de choses à nous 5, même à nous 6 avec notre petite chienne qui est à la maison. Ce qui suffisait, c'était un match de hand, un match de rugby, un match de foot, un apéro dînatoire et c'était la fête à la maison, quoi. Tous les 5. Les vacances à 5, c'est essentiel. On vivait, tout ce qu'on faisait, on le vivait à 5. Avec mon fils, j'étais très très proche. Le sport, notamment le football, nous liait. Parce que je suis préparateur physique en football. J'ai été éducateur, j'ai été coach, ce qui me permettait de faire travailler Ilan dans de bonnes conditions pour le faire évoluer. Donc on passait toute la semaine, tous les deux, sur la route. Parce que pour aller au football, nous avions 1 heure de route à l'aller, 1 heure pour le retour. Donc on faisait 3 entraînements par semaine avec son club, puis le match le week-end. J'étais toujours autour des terrains pour voir mon fils et l'encourager. Sur ses détections, sur ses sélections, sur ses matchs, tout le temps, même les entraînements, j'y allais de temps en temps. Pas tout le temps quand il pleuvait, j'avoue. Mais tous les matchs, c'était notre sortie en week-end. Parce qu'avec ses sœurs, on aime beaucoup le sport à la maison. L'après-midi, foot avec Ilan. Le soir, c'était match de hand avec Emma, parce que notre fille aînée fait du hand à haut niveau depuis longtemps. Le premier week-end de juin, week-end des rêves de Ilan. Ce week-end, il attendait depuis des mois, parce que quand il a changé de club en janvier 2025, pour aller à la Jeunesse Villenavaise, il savait qu'il jouerait la Samy Cup. C'est l'un des plus gros tournois de la Gironde, en fait. Il était content parce que dans sa poule, il y avait le club de Rennes, le club de Angers, donc ces 2 structures professionnelles. Et donc, contre Rennes, il a fait un super match, vraiment un gros match. Contre Angers aussi. Cette première journée du samedi, c'est fini avec son rêve, c'était de voir le Paris Saint-Germain de gagner la Ligue des Champions.
Donc il y avait son copain Evan qui était à la maison. Donc ils ont été se baigner à la piscine, moi je leur ai préparé un apéro dînatoire avec un repas et tout ça, pour qu'ils regardent devant le match. Donc moi évidemment, j'ai pas tenu, première mi-temps, bon, Paris Saint-Germain gagnait haut la main. Hein. Donc je suis partie me coucher. Le lendemain, le réveil a sonné à 6h30, donc moi je me suis levée, j'ai repréparé le pique-nique, je me suis préparée, j'ai réveillé les garçons. Puis en général, il vient toujours le matin, il venait toujours le matin me faire un câlin pour que je lui gratte le dos. Enfin, ces moments, même à 15 ans, qu'il avait besoin parce que c'est un enfant un peu timide, pas très expressif. Donc lui, c'était sa façon à lui de dire « Maman, je t'aime » en fait. Et donc, il se prépare, tout ça, et puis en fait, on n'a pas ce moment-là, ce matin-là, bizarrement. Il parlait dans la voiture, donc on s'en va, il parlait dans la voiture de ce fameux match du Paris Saint-Germain, et puis alors, et Pacho par-ci, Désiré Doué, enfin, c'était le rêve pour eux, enfin, avec son coéquipier Evan. Dans la voiture, il voulait se mettre un bandage comme un joueur du Paris Saint-Germain. Un bandage au poignet, voilà, pour faire style. Et je lui dis arrête, tu mets pas le bandage, c'est ridicule. Enfin, voilà. Je l'ai un peu charré là-dessus. Du coup, le bandage est resté dans la voiture. Et arrivé sur le parking, je lui ai dit, à son copain, allez-y, descendez les gars. Je me gare et puis on arrive en suivant. C'est quasiment les dernières paroles que j'ai dit à mon fils. J'ai pas pu lui faire de bisous, on lui a pas fait de bisous. Voilà, donc très compliqué. Mon mari Sébastien leur a dit « Allez-y les gars, rejoignez votre équipe, on se gare, on arrive ». Donc c'est la dernière fois que j'ai vu mon fils vivant. Quand on est arrivé sur le terrain, autour du stade, j'ai pris un café, je lui ai acheté une bouteille d'eau parce qu'il avait oublié sa gourde. Et puis au lieu d'aller l'y amener, j'ai dit à son coéquipier qui était à côté de moi « Est-ce que tu peux l'y amener ?» Voilà. Donc je n'ai pas revu mon fils du moment où il est descendu de la voiture vivant. Le match commence à 9h et il suffit de 4 minutes de jeu pour qu'il se fasse percuter de plein fouet sur tout le haut du corps. Donc j'étais positionné pas tout à fait au milieu du terrain et donc je filmais les séquences défensives. Au moment où le ballon arrive dans sa zone et qu'il se met à sauter, il se fait pousser dans le dos. Il est basculé vers l'avant, donc son corps est relâché. Et au même moment, il y a ce jeune Pierre, qu'on va appeler Pierre. Oui, parce qu'on ne peut pas citer son nom. Qui est parti du milieu de terrain, qui a fait une course vitesse maximale en direction de Ilan. Au moment où Ilan est relâché, il saute avec les 2 genoux en avant et il percute Ilan sur toute la partie du haut du corps. Je compare un peu à un sabre qui va couper une pastèque. Ça a été bref, l'impact a été assez sec, ce qui a projeté Ilan à un peu plus d'1 mètre. Et là, tout d'un coup, j'entends que ça siffle. Donc, je me retourne. Et puis, moi, j'avais pour chaque match, chaque fois, j'achetais des crampons de différentes couleurs à Ilan pour un repère visuel. Et du coup, je cherche partout ces crampons bleu pétant, bleu pétrole, quoi. Et là, je les vois pas. Et tout d'un coup, les enfants qui sont autour de la personne au sol s'écartent un peu. Et là, je m'aperçois que c'est mon fils qui est au sol. Et donc là, je le vois se rasseoir. Et je me dis, c'est bizarre. Et là, je le vois retomber la tête en arrière. Et là, intérieurement, j'ai su. J'ai su qu'il y avait quelque chose de grave. Donc, je n'ai pas vu l'impact. Donc, je ne pourrais pas en parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas vu la vidéo, je ne veux pas la voir. En tout cas, ce que je sais, c'est que je vois mon fils retomber en arrière. Son coach se précipitait en courant à côté de lui, le mettre en position latérale de sécurité. Et l'arbitre sifflait pour faire appeler les secours. Je pars en courant en hurlant. Je dis, il y a quelque chose. Je hurlais. Je disais à Sébastien, il y a quelque chose, parce que je le connaissais par cœur. Il était capable de jouer des matchs avec des ampoules plein les pieds, serrer les dents, il s'en fichait, se prendre un ballon en pleine face. Il se relevait, il repartait en courant, et là, je savais. Donc, au moment où je veux rentrer sur le terrain, Sébastien me dit, ne rentre pas. Donc, je rentre pas, et heureusement, parce qu'à ce moment-là, je fais un malaise. Je tombe. Je rentre sur le terrain, son éducateur, Lohan, qui l'avait mis en PLS pour lui sortir aussi la langue de la bouche. Et il est en train de lui tapoter un petit peu la joue pour le faire revenir à lui, parce qu'il était inconscient.
Quand j'arrive à côté, il rouvre légèrement les yeux et je vois qu'il a une douleur, une souffrance qui est énorme. Et je lui dis « Titou, tu as mal à la tête ?» Il me dit « Non ». Il me dit, donc en souffrant bien sûr, hein, il arrive à me dire « Non, j'ai mal au ventre ». Sur le coup, je me dis « Bon, c'est pas la tête, voilà, ça va pas être grave ». Donc suite à ça, les secouristes arrivent, nous demandent de sortir, je lui dis que je suis le papa. Il dit qu'est-ce qui s'est passé, donc je lui explique qu'il s'est fait percuter sur tout le haut du corps, en pleine vitesse. Enfin, le joueur est arrivé en pleine vitesse et il a découpé sur place. Alors il y a des gens qui sont venus me dire ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller. Et en fait, j'étais à côté des parents du Stade Bordelais, de l'équipe adverse, de l'équipe de Pierre. Et ces parents, j'espère aujourd'hui qu'ils ont des remords. Parce que les mots qu'ils ont posés sur mon enfant sont inadmissibles et à vomir. Et puis tout ce que j'ai entendu, oh relevez-le, cette tapette, il fait du chiquet, on ne s'est pas levé à 6 heures pour jouer 3 minutes de jeu. À quel moment, en tant que parent, on emploie des mots comme ça sur les enfants des autres? Je me pose encore la question. Comment on peut faire ça? Voilà. Et après, Ilan est resté longtemps sur le terrain avant d'être évacué sur Civière. La douleur était tellement, je pense pour Ilan, qui était énorme, intenable. Il tombe inconscient sous nos yeux. Ses yeux partent en arrière et son corps, il y avait des bruits de douleur qui sortaient de son corps. Des bruits comme quoi son corps disait qu'il souffrait. Ça ressemblait à des râles. Alors, j'ai pas trop de mots comment c'était, mais c'était, ça faisait très peur. Sur le coup, moi j'ai été 11 ans pompier volontaire et j'étais incapable de faire quoi que ce soit, de prendre aucune décision. J'étais tellement tétanisé de voir mon fils comme ça que j'avais tout oublié. Et je dis au secouriste, mais appelez le SAMU, vous voyez pas qu'il est plus là? Et il m'a dit, monsieur, on va faire un premier bilan, on verra après. Et là, ils l'ont mis sur la civière et ils l'ont transporté inconscient jusqu'à la salle de repos. La salle qui était dédiée pour les secouristes. J'ai pas pu rentrer. Sébastien n'est pas rentré de suite. Ils l'ont fait rentrer. Donc je me suis dit, bon, s'ils font rentrer, c'est bon, s'il est là. Et à un moment, et quand j'ai vu Sébastien ressortir, il était en pleurs. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, dans ma tête, il était déjà mort dans la salle. Et là, le secouriste, il vient me voir, il me prend comme ça par les joues, là, il me tapote. Et puis il me dit, c'est bon, maman, votre fils, il est revenu. Donc moi, j'y crois. Je rentre dans cette pièce. Et là, je vois mon fils. Jaune. Jaune comme un poussin. Assis avec la dame secouriste qui lui tapait sur les joues. Et moi, donc, je m'approche. J'essaie de le regarder. Je vois sa petite bouche qui bouge dans le masque pour essayer de respirer tant qu'il peut. Mais les yeux sont vitreux et fixes. Il est en train de lutter. Et je me mets au-dessus de lui et je lui dis « Titou, tiens bon, les pompiers vont arriver ». Et là, je vois ses yeux qui se tournent vers moi. Pardon. Donc je me mets au-dessus de lui, je vois ses yeux qui essaient d'attraper mon regard. Il force, je vois que c'est très compliqué pour lui. Et là, et du coup son regard croise le mien. Et je lis dans ses yeux, « Papa, j'ai peur. Papa, au secours. » Et donc, le secouriste me demande qu'est-ce qu'il s'est passé exactement. Et je lui dis, si vous voulez, j'ai la vidéo, je vous montre. Et donc, je lui montre la vidéo. Il me dit, ah ouais, en effet, il s'est fait découper. Il était inerte sur la table, les yeux vitreux, tout jaunes.
Je pense qu'à ce moment-là, il était dans le coma. Il est plus là, mais j'ai pas conscience qu'il est dans un coma sur le début. J'ai pas conscience, et du coup, là, je hurle tellement de douleur que j'ai fait un malaise. Toutes ces montées d'adrénaline m'ont créé des malaises. Par moments, j'ai l'impression d'avoir été une personne faible, mais c'est simplement mon corps qui a réagi par peur. Du coup, les pompiers sont arrivés, ainsi que le SMUR. Je trouvais que c'était une éternité. Ils ont mis Ilan dans le camion des pompiers. Nous, on a été transportés à l'hôpital Pellegrin, qui ont pris en charge Ilan, qui l'ont pris. Ils ont tout fait. Je les remercierai jamais assez. On arrive à l'hôpital. On patiente dans une salle. Tout d'un coup, l'équipe médicale arrive. Une équipe de à peu près 5-6 personnes. Et on voit clairement dans les yeux et dans les attitudes que c'est grave. Donc il s'assoit et il nous dit, bon, il est vivant, il a 15 ans, on va tout faire pour le sauver. Et là, il nous annonce la liste des dommages qu'il a. Donc il a fait un arrêt cardiaque de 30 minutes, on a réussi à le ramener. L'impact lui a coupé le foie en deux, mais vraiment en deux blocs distincts. Donc le foie s'est déchiré et ça a déchiré la veine cave. Voilà, c'est une grosse artère qui alimente le foie. Il est parti au bloc opératoire. On a remis les deux morceaux les uns sur l'autre, l'un sur l'autre. On a entouré de compresses et de gaz. On a calé le foie sous le poumon. On a pincé la veine cave. Et on est en train de lui mettre énormément de sang. Là, actuellement, ça coagule pas. Donc, c'est comme si on remplissait un tonneau qui se vidait. J'ai pris sur moi. Parce que je voulais que mon fils sache que j'étais auprès de lui. Que s'il part, que j'étais auprès de lui. Tout ce que j'avais à lui dire. Qu'il sache qu'on l'aimait. Et moi, il est resté du dimanche jusqu'au lundi. Et à chaque fois qu'il y a eu la possibilité d'être à côté de lui, je l'ai été. Je l'ai été parce que... On dit souvent que dans le coma, ils entendent. Mon fils savait que j'étais là. Il a pleuré. Il s'est mis à pleurer. Il avait des larmes qui coulaient. Parce qu'il savait, je pense, pour lui que c'était fini. Parce que je pense que il avait peur. Il avait peur de nous quitter. Il avait peur de me quitter. Parce qu'on avait un amour inconditionnel, l'un pour l'autre. Je sais, j'ai 2 filles, mais j'avais qu'un fils. Donc tout le lundi, il est resté stable, mais stable sur le fil du rasoir. Hein. Ça voulait pas dire que ça y est, il était sorti d'affaire. C'était pas pire, quoi. Donc à ce moment-là, il était en déchoc et il décide de l'emmener en réanimation chirurgicale. Le lundi soir, donc on part de l'hôpital. On nous avait prêté, une dame très gentille, elle nous avait prêté un appartement pour qu'on puisse dormir à côté de l'hôpital. On a du mal à manger, on s'achète quand même une pizza, on mange une bouchée, on n'a pas faim. Et là, on est le lundi soir minuit, on n'avait pas encore dormi. Et à minuit 7, le téléphone sonne. Là, j'ai un pressentiment. J'ai dit à Virginie, ça c'est l'hôpital. Donc je décroche. Effectivement, ils me disent, c'est l'hôpital. Ilan part au bloc opératoire, il rechute. L'équipe vient nous voir en nous disant, on est retourné voir à l'intérieur, on a tout contrôlé. On n'a rien trouvé de nécrosé, mais la tension était basse, très basse. Et à ce moment-là, ils nous ont rien dit, mais c'était le début de la fin. On décide d'aller vite fait dormir un petit peu, 1 ou 2 heures, et on revient à 6 heures du matin. Ce fameux mardi matin, quand il nous annonce qu'il faut le transporter à Haut-l'Évêque en urgence parce que son cœur va mal, je vois un médecin arriver, 2 médecins et un jeune interne. Et je vois dans les yeux du jeune interne, il a les yeux rouges. Et je sais
Je sais ce qu'il va me dire. Qu'il n'y a quasiment plus aucune chance. La dernière possibilité pour eux, qu'ils ont tout tenté, et qu'il va falloir qu'on se prépare. On a encore espoir en ce service à Haut-l'Évêque. Je me dis, ça va le faire, mon fils, c'est un battant, c'est un guerrier. Et le responsable nous dit, son cœur, ça va pas. On a appelé Haut-l'Évêque. Donc Haut-l'Évêque, c'est un hôpital du coup, sur Bordeaux, qui sont spécialisés dans les cœurs, on va dire, les problèmes cardiaques, etc. Donc ils nous disent, on a appelé une équipe médicale qui doivent venir avec une machine. On ne sait pas s'ils vont arriver à temps. Là, je me lève et je leur dis, allez-y, prenez mon cœur, prenez mes poumons, prenez mon foie, prenez tout. Ils m'ont dit, monsieur, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Et moi, je leur ai dit, j'en ai rien à faire. Je donne ma vie pour mon fils. Il y avait les parents avec nous, des coéquipiers de Ilan, qui ont été là depuis le début, depuis le dimanche matin, qui sont restés avec nous toute la nuit à l'hôpital, tout le lundi et tout le mardi. On nous annonçait que c'est bon, la machine était branchée et qu'il allait être transporté à Haut-l'Évêque. Donc on a décidé, avec tous ses coéquipiers et les parents, que quand il sorte, on lui fasse une haie d'honneur. Donc quand il est sorti, on a tous applaudi, voilà, pour lui donner un petit peu de force. Que quand on arrive à Haut-l'Évêque, ils viennent nous voir, ils nous expliquent tout ce qu'ils ont mis en place, qu'on se laisse 24 à 48 heures. Donc là, encore pour nous, c'est un ouf de soulagement. Enfin, entre-temps, on a eu le droit d'aller voir Ilan. Il nous avait dit amener des photos, amener des affaires à lui pour décorer sa chambre, puisqu'il avait une chambre à l'hôpital Haut-l'Évêque en soins intensifs. Donc du coup, ses sœurs ont ramené plein de choses et donc on a décoré sa chambre. On l'a décorée pour 1 heure. Parce qu'1 heure après, on nous demandait de débrancher les machines de notre fils. Il vient de nous voir pour nous dire que sa tension n'a pas remonté, qu'il est à 4 de tension, qu'il n'y a plus rien à faire, que le fait d'avoir pulsé pour que sa tension augmente, ça a augmenté les grosses veines, mais ça veut dire que les petites veines ont rétréci, donc tout ce qui irrigue les membres inférieurs, donc tout ce qui est mains et jambes. Donc il nous fait comprendre que ça, c'est plus irrigué, que c'est pour ça que ses mains et ses pieds sont glacés, que c'est dur comme de la pierre. Donc il nous fait sous-entendre que s'il s'en sort, il y aura une amputation des 4 membres et que pour lui, il n'y a plus rien à faire. Il revient 1 heure après et il nous dit, je suis désolé, messieurs, dames, mais là c'est fini. Faut prendre une décision, c'est fini. Ça remonte pas, alors mes filles, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, laissez la machine encore, s'il vous plaît. Lui dit, je veux bien laisser la machine, mais elle n'est pas faite pour ça. Est-ce que vous avez vu dans quel état il est? Moi, je vous dis, c'est fini. Comme ça. Là, on était avec Virginie. On nous annonçait la fin de tout espoir. On nous annonçait, en gros, de mettre fin à Ilan, quoi. On était tétanisés, on était paralysés. J'avais l'impression d'être à côté de mon corps. Je ne savais plus quoi faire, quoi dire, c'était un cauchemar. Je me dis, c'est pas possible. On nous annonce, ça y est, c'est fini. Plus de projection, plus de fils, plus rien. On parlait à Ilan. Et je me suis dit, qu'est-ce que toi tu voudrais en fait? Qu'est-ce que tu veux? On ne sait pas, est-ce qu'il souffre? On ne sait pas. Et j'ai dit à Sébastien, on est en train de faire un acharnement thérapeutique là. Le visage comme il était, c'était plus... c'était mon fils, mais... je sais que il n'aurait pas supporté de vivre en étant amputé de ses 4 membres, en étant dans un fauteuil, en ne plus pouvoir remettre un pied sur le terrain de foot, ne plus avoir sa vie d'avant, avoir cette grosse cicatrice sur le ventre, il n'aurait pas pu. Donc du coup, je dis à Sébastien, il faut qu'on éteigne les machines. C'est ce que les médecins nous ont recommandé aussi.
Parce que ils nous l'ont pas dit, mais je pense qu'ils ont tellement pulsé les machines pour que sa tension remonte que ça avait atteint son cerveau. Donc Sébastien me regarde et il sait que j'ai raison. Donc on éteint les machines. Il a été impossible pour moi de voir mon fils partir. J'ai vu son premier cri, je voulais pas voir son dernier souffle. Aujourd'hui, je le regrette. J'ai l'impression de l'avoir abandonné par lâcheté. On s'est dit, il valait mieux qu'il parte. Donc on a hoché la tête pour dire oui. Éteignez les machines. Donc on a dû ensuite essayer de se relever pour aller le voir. Je crois qu'il n'y a pas plus horrible d'aller voir ton enfant en se disant que tu vas couper la machine et que c'est fini, que son cœur va arrêter de battre, que tu ne rentreras pas avec lui. Donc avant de l'éteindre, il y avait tous les parents de la jeunesse villenavaise de l'équipe d'Ilan qui étaient là. Il y avait notre famille, il y avait nos amis proches, il y avait des anciens joueurs de foot professionnels qui étaient là et qui ont tenu à dire au revoir à Ilan. Donc les adieux à Ilan ont duré bien 1 heure et quart. On n'avait pas de temps limite pour l'éteindre. Donc on a dit tout ce qu'on avait à dire. On a éteint les machines à 7h25, à 19h25 le soir. Il est parti à 19h30. Tout ça pour un match de foot. Tout ça pourquoi? Je ne sais pas. De la bêtise. Donc après, on est rentré chez mes parents. Il a fallu choisir un cercueil, des vêtements. Donc on a la tête encore sous l'eau et il faut passer par là. Notre ami Benjamin, qui a sa société de pompes funèbres, il a pris le courage aussi de s'occuper de Ilan. Il le connaît depuis qu'il est né. C'était comme son tonton. Mais avant ça, il a dû partir en autopsie. Donc il est parti plusieurs jours. Il est reparti du coup à l'hôpital de Pellegrin pour passer en autopsie parce qu'on a porté plainte. Donc il y avait enquête. Et on nous a déconseillé de le voir. Et on n'a pas pu lui faire de bisous dans le cercueil. Parce que sa tête avait changé et qu'on nous avait déconseillé de le voir dans cet état. Donc on a fait des obsèques à l'image de Ilan. Nous avons mis en valeur ce qu'il aimait le plus, le Paris Saint-Germain, le rose et l'Espagne. Il est parti avec une tenue rose, sa casquette rose, un drapeau de l'Espagne parce qu'il adore l'Espagne. Il y avait plus de 2000 personnes. C'était dingue en fait. Je me rappelle même pas la plupart des gens qui avaient. Des fois on me dit si j'étais je sais pas. Je suis désolée, incapable de me rappeler. Une fois que les obsèques sont terminées, vous en voulez aux jeunes, à Pierre? Oui, en effet, j'en veux à Pierre parce que le geste qu'il a fait là a détruit toute une famille complète. Je parle pas du fait que ce soit volontaire, involontaire. Son geste a détruit des sœurs, voilà, nous les parents, les grands-parents, les cousins de Ilan. Notre vie aujourd'hui, elle est plus du tout pareille. Ces sœurs, elles sont aussi très impactées, je pense que c'est important d'en parler. Oui. Effectivement, ses grandes sœurs, Emma et Louane, sont dévastées. Elles partageaient toutes avec leur petit frère, parce que elles étaient présentes dans tous les moments importants de la vie d'Ilan. Tout. Ça rentrait en 6e, quand il avait le cœur brisé par des chéris,
Il se confiait tout le temps à ses grandes sœurs avant de me dire les choses à moi. Sa grande sœur, Emma, c'était comme sa deuxième maman. Celle qui lui donnait le cadre un peu quand elle était avec lui. Louane, sa deuxième sœur, qui est plus proche de lui, c'était vraiment sa grande sœur. Là, c'était sa confidente. Comment vous décrirez Pierre, le jeune qui l'a percuté? Donc, c'est un joueur athlétique, dans les 1m80, voire un peu plus grand, dans les 70 kg environ. Donc, il faisait partie de l'équipe de Gironde avec Ilan. Il avait quel âge? 15 ans. Les deux joueurs, donc Ilan et Pierre, ont 15 ans. Donc voilà, tous les deux jouent au plus haut niveau régional, hein, chez les jeunes, donc régional 1. J'ai été attaquant et quand on a été joueur de foot, on sait très bien que quand on saute, comme il a sauté avec les genoux en avant, au lieu de mettre la tête en avant, donc si on joue le ballon, on saute, on met la tête en avant. Donc tous les attaquants, tous les joueurs de foot là, qui m'écoutent, ils vont être d'accord avec moi. Après, je ne peux pas dire si c'est là comme ça, volontaire ou involontaire. Parce qu'on parle de la volonté de vouloir faire mal. Ça, on ne peut pas affirmer ça. Mais par contre, la volonté de sauter avec les genoux en avant, oui. Et on ne saute pas par accident les genoux en avant. Personne n'appuie sur un bouton, sur une manette pour le faire sauter comme ça. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que c'est un fait de jeu. C'est-à-dire, fait de jeu, on voit ça tous les week-ends. Donc, non, désolé, on ne voit pas ça tous les week-ends. Tous les week-ends, il n'y a pas des jeunes sur un terrain qui décèdent avec le foie coupé, avec la veine cave déchirée, qui se vident de leur sang, qui font un arrêt cardiaque et qui décèdent avec tout un tas de dégâts internes. Les premiers mois, jusqu'à fin juillet, on reste chez nous. On s'est beaucoup... isolé, oui et non, parce qu'on avait des gens qui venaient régulièrement nous voir à la maison, nous rendre visite, ou ils nous appelaient. Donc des fois, on passait des journées à avoir quelqu'un au téléphone, notamment notre amie Anne-Laure, ou nos amis Caroline et Xavier, qui sont d'un grand soutien aujourd'hui pour nous. Sans eux, je pense qu'on serait peut-être plus là. Sans eux et nos filles, bien sûr, on serait peut-être plus là. Ils nous portent chaque jour, même encore, notamment Kamel. S'il regarde, je sais qu'il aime les podcasts. Merci Kamel, parce que tu as été à la hauteur. Tes mots étaient justes, ça nous a aidés. Et je pense que si on a relevé un peu la tête, et je dis pas qu'on va bien, se relever un petit peu pour mener ce combat, c'est parce que tu as eu des mots justes. Donc merci. Mon fils, il est présent, il m'accompagne. Il est là. Il est là. Dans toutes mes journées. Chaque minute, chaque seconde, chaque jour, il est là. Il nous guide. Donc on a porté plainte contre Pierre, contre son coéquipier qui a poussé Ilan dans le dos. Ça a été classé sans suite au bout de 2 mois d'enquête. Seuls les enquêteurs ont convoqué la partie adverse, les organisateurs du tournoi, l'éducateur de la partie adverse, personne de notre côté. Donc j'avais proposé des témoins avec des attestations, etc. Personne n'a été contacté. Donc ça a été classé sans suite pour manque de preuves sur la volonté, etc. Parce que du moment où il y a un ballon de football, eh bien en fait, on classe ça sur un accident. Ouais, c'est un fait de jeu. Donc c'est porte ouverte à tout. Hein. Alors que vous avez la vidéo et que vous voyez sur la vidéo que c'est clairement pas un accident. Moi j'ai la vidéo. J'ai la vidéo, le papa a la vidéo aussi, de Pierre. Les enquêteurs avaient la vidéo. On voit clairement sur la vidéo la prise d'élan qui n'est pas conforme à ce qu'on peut voir dans un match et le saut qu'il fait. Et on voit clairement qu'il ne joue pas le ballon. Parce qu'en aucun moment, il met la tête en avant, en aucun moment, il touche le ballon et il percute Ilan de plein fouet. Donc il y a de quoi se poser des questions, en effet. Il s'avère que le 13 septembre, contre l'équipe de Langon, il a refait parler de lui, violence verbale, insultes, et à un joueur, fissure du tibia. Sur l'impact, ça n'a jamais parti en grand écart, ça lui a déchiré l'adducteur. Donc ces parents-là ont envoyé des courriers à la Ligue pour se plaindre, en disant comment ça se faisait que ce joueur était encore en train de jouer sur les terrains, parce qu'il y a 2-3 joueurs qui ont chargé encore ce week-end-là,
du 13 septembre. Donc rien n'a été fait. Comme sanction, il a pris 1 an, tout match confondu. Les matchs de championnat, de coupe, qui sont les matchs officiels, mais aussi les matchs amicaux. Donc c'est les matchs de préparation en début de saison, les matchs amicaux quand il n'y a pas de match le week-end officiel, on peut glisser un match amical pour garder le rythme, ça c'est terminé. Et tout ce qui est tournoi. Nous ce qu'on veut, c'est une sanction à la hauteur des dégâts et du décès de Ilan. En plus de votre malheur, vous subissez des menaces. Oui, on subit des menaces. Mon mari Sébastien a repris le compte TikTok de Ilan pour expliquer, pour parler de l'association que nous avons créée, Un brassard pour Ilan. Et dès qu'on parle de choses qui doivent gêner, je pense, on reçoit des attaques violentes, des mots blessants, des jugements sur le corps physique de notre fils décédé. J'ai du mal à comprendre. Nos filles font tous les mois, sa date de décès, une vidéo d'hommage à leur petit frère, des moments qu'elles ont partagés avec lui. Et du coup, elles le postent et elles ont reçu des menaces de mort. Voilà. Parler de Ilan, c'est ne pas oublier. Parler de Ilan, c'est continuer le combat de la justice. Donc, tant qu'on entend parler de Ilan, les personnes responsables ne sont pas à l'abri. Donc, si aujourd'hui on arrivait à si on arrivait à nous faire taire, eh bien, ça arrangerait beaucoup de gens. Sauf que là, je vais vous le dire face caméra, aujourd'hui, on ne se taira jamais. C'est des proches de Pierre, vous pensez? Un temps, j'ai espéré que non. Je ne sais pas. J'espère que non. Par contre, ce qui est sûr, c'est des gens malsains. Aujourd'hui, ça nous empêche de faire notre deuil. Mais je pense que ça va être très très long et je ne sais pas si un jour j'arriverai à faire mon deuil. Je ne sais pas si je serai capable d'y arriver. Là, vous portez un bracelet en hommage à Ilan. Un brassard, oui. Voilà, brassard IV4 et l'autre face, Ilan 4. Donc IV4, c'est Ilan Vermis 4. Il y a quelques copains du club de Villeneuve-d'Ornon qui se mettaient du sparadrap autour du poignet. Et ils écrivaient Ilan dessus pour jouer les matchs de fin de saison. Et on a décidé de créer un brassard, ce brassard-là, pour les offrir à toutes les personnes qui le souhaitent, pour rendre hommage à Ilan et à la fois pour lutter. Aujourd'hui, là, on va expédier le 1500e brassard. Donc il y a 1500 brassards qui sont partis partout en France, en Europe et hors Union européenne. Des personnes qui viennent sur les lives, qui prennent connaissance de l'histoire et du coup qui sont touchés, qui sont émus et qui veulent rendre hommage à Ilan, lutter avec nous contre la violence et décident de nous commander des brassards. Donc ça peut être pour des particuliers et beaucoup d'éducateurs. Donc à coup de 16, 30 brassards, voilà. Je pense que Ilan nous aide beaucoup. Je ne vous cache pas que c'est dur. Nous-mêmes, on ne sait pas comment on fait. On nous dit, il y a un éducateur qui est venu à la maison où on a fait connaissance. Il est venu récupérer 20 brassards. Il m'a regardé, il m'a dit, tu as l'air fort. Et je lui dis non, j'ai dit, tu te trompes. J'ai dit, tous les jours, je pleure. Je me lève le matin, j'ai plus mon fils. Je me couche le soir, j'ai plus mon fils. Quand je rentre du travail, j'ai une demi-heure de route. Pendant une demi-heure, je craque. Je suis même limite à m'arrêter parce que j'arrive plus à conduire. Donc non, je suis pas fort. Je suis pas fort. Et comment je tiens debout, je sais pas. J'ai pas d'explication, mais je pense que c'est grâce à Ilan. Est-ce qu'il y a un souvenir d'Ilan qui vous revient tout le temps en tête? Oui. C'est pas forcément enfin, si, on peut dire que c'est un souvenir. Ilan, il était discret, mais un peu casse-cou. Il arrivait tout le temps des bricoles. C'est-à-dire que il était capable de faire de la trottinette électrique. Il avait oublié de recharger la batterie, puis il passe à travers la trottinette électrique. Donc là, je me mets en colère. Enfin, je lui dis, t'imagines, il aurait pu t'arriver quelque chose de grave, t'aurais pu taper la tête, mourir. Il avait toujours ce petit mot en riant,
Oh, ma maman chérie d'amour, elle va perdre son bébé. Voilà, il me disait tout le temps ça. Il me taquinait tout le temps parce que j'étais très protectrice. Je le protégeais de tout. Je l'aidais sur tout. Mon fils, il me faisait tout accepter, en fait. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que le garçon, Pierre, qui a fait ça à Ilan, soit reconnu coupable, responsable de ses gestes. Il faut que les clubs deviennent responsables de leurs joueurs et sanctionner sévèrement les joueurs qui sont réputés pour être violents sur les terrains. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous.